بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Donc, c'est une série de vidéos pour le module capteur. On va faire aujourd'hui 2 chapitres. Je vais commencer par chapitre numéro 1. C'est pour notions fondamentales de la mesure. Donc, notion fondamentale de la mesure. On va voir quelques exemples d'un système de régulation. On va faire des définitions. Troisièmement, les synoptiques d'une chaîne de régulation industrielle. Et quatrièmement, on va définir les capteurs. Voici un exemple d'un système de régulation. Par exemple, si on va prendre l'exemple de régulation d'un niveau de réservoir. Donc, nous avons régulation du niveau par un être humain. Et nous avons aussi la consigne, c'est pour un niveau désiré. Donc, l'homme est en train d'ouvrir la vanne pour remplir son réservoir. Juste, il atteint le niveau désiré. Normalement, ça va déclencher le flotteur qui va arrêter le pompage de l'eau. Et ici, nous avons la sortie de la récupération à l'eau, à le réservoir. Donc, pour régulation du niveau par un être humain, donc pour réguler le niveau dans un réservoir par un être humain, il doit observer le niveau, le comparer à la valeur désirée, se raisonner, se décider des actions à entreprendre. Et après, il va manipuler la vanne en l'ouvrant plus ou moins. C'est-à-dire, est-ce qu'il va ajouter de l'eau au niveau d'un réservoir ou bien fermer la vanne. Sachant que ces opérations sont affectées en contenu et chacune influence les autres. Par exemple, si le niveau tend à monter, la personne décide de fermer légèrement la vanne, ce qui diminue le débit et provoque une diminution du niveau. La personne surveille le niveau du réservoir et règle le débit afin de maintenir le niveau constant, peu n'importe les variations de pression du réseau de distribution d'eau et le débit de sortie. Pour maintenir le niveau constant, la personne utilise 3 organes. Nous avons premièrement l'œil pour mesurer le niveau, deuxièmement le cerveau pour comparer et traiter, troisièmement la main pour réagir. Fondamentalement, la régulation du niveau consiste à, nous avons l'action et par, mesurer à travers l'œil, comparer et traiter en utilisant le cerveau, corriger, c'est la main pour la fermeture ou bien l'ouverture de la vanne. Le cycle mesuré, comparer et corriger est un cycle à boucle fermée. Le schéma de principe de la boucle de régulation est présenté dans la figure numéro 2. Donc, nous avons la boucle de la régulation, désirer, comparer, traiter à l'aide du cerveau, réagir, donc c'est l'être humain, procéder avec l'accompagnement des perturbations, la sortie c'est réalité, on peut faire une boucle de retour avec une observation et on va commencer la chaîne de traitement. Il est possible d'utiliser des appareils pour effectuer la même tâche en réalisant ainsi les mêmes fonctions que l'homme. Éliminant ainsi les risques d'erreur, l'installation de figures réalise les mêmes fonctions que la personne de la figure. Donc, nous avons observé et assuré par le capteur
Comparer, traiter est assuré par le régulateur. Réagir est assuré par l'actionneur. Donc, exemple ici, si on va utiliser la régulation du niveau par des appareils, nous avons des actionneurs, régulateurs, capteurs, des consignes et la consigne pour détecter le niveau désiré. On va commencer par définir la régulation. Donc, nous avons que la régulation consiste à maintenir automatiquement une grandeur physique à la valeur désirée, quelles que soient les perturbations qui peuvent s'advenir. La régulation d'une grandeur est couramment appelée régulation de procédé. Donc, c'est la boucle de régulation industrielle ou bien chaîne de mesure pour les instrumentistes et électroniciens. Exemple de régulation de procédé, nous avons la régulation du niveau d'un réservoir, régulation de la température d'un four, régulation de la vitesse d'un moteur, régulation du débit dans une canalisation. Nous avons, troisièmement, on va voir les synoptiques d'une chaîne de régulation industrielle. Le schéma de la régulation devient alors, donc nous avons toujours l'entrée de notre système, c'est la consigne plus une boucle de retour s'il existe pour des grandeurs mesurées. On va faire la comparaison plus raisonnement. Après, on va agir, donc c'est l'actionneur. À la sortie, je dois récupérer des grandeurs réglantes qui sont l'entrée du procédé, accompagnées avec des perturbations. La sortie, c'est des grandeurs réglées. Pour la boucle de retour à l'aide des capteurs, je dois récupérer les grandeurs réglées, les mesurer pour avoir des grandeurs mesurées. Donc ça, c'est le schéma de principe de la régulation. Maintenant, dans ce module, on s'intéresse sur la partie du bloc capteur parce qu'on va étudier les capteurs. On va commencer par définition des capteurs. Nous avons que le capteur est le premier élément d'une chaîne de mesure. Il fournit un signal électrique proportionnel à la grandeur physique à mesurer, qui est le mesurante. Les capteurs jouent un rôle fondamental dans la technologie moderne. Grâce à eux, les systèmes électroniques peuvent communiquer avec le monde. Nous avons les capteurs ont nettement amélioré l'efficacité des chaînes de mesure. Les méthodes classiques de mesure par comparaison, par substitution, sont aujourd'hui remplacées par les mesures à base de capteurs. Exemple, nous avons une balance électronique. Généralement, on obtient une grandeur de sortie de type électrique. Elle est soit une charge ou bien une tension, un courant ou bien une impédance qui peut être une résistance, bobine et condensateur. Donc, j'ai pour mon capteur l'entrée, c'est bien la mesurante, est appelée mesurante, et la sortie, c'est bien une grandeur électrique. On va voir aussi c'est quoi une chaîne de mesure. Donc, pour obtenir une image d'une grandeur physique, on fait appel à une chaîne de mesure qui peut faire intervenir plusieurs phénomènes différents. Donc, par exemple, la mesure d'un débit peut se faire en plusieurs étapes. Nous avons la transformation du débit en une pression différentielle, la transformation de la pression différentielle en la déformation mécanique d'une membrane, transformation de la déformation mécanique en une grandeur électrique à l'aide d'un piézoélectrique via un circuit électronique associé. Donc, nous avons l'ensemble de ces étapes constituées la chaîne de mesure. Donc,
la constitution d'une chaîne de mesure classique. Donc, nous avons l'entrée, c'est une mesurande primaire qui passe à travers un corps d'épreuve. Je dois récupérer la mesurande secondaire qui sera l'entrée d'un capteur intermédiaire. Sa sortie, c'est bien une grandeur électrique qui sera une entrée pour un conditionneur. Et à la fin, je récupère mon signal électrique comme sortie. Donc, nous avons de manière classique la sortie d'une chaîne de mesure est de type électrique. Si la chaîne de mesure fait intervenir plusieurs transducteurs, on appelle corps d'épreuve celui en contact direct avec le mesurant. Le dernier transducteur est associé à un conditionneur qui fournit la grandeur électrique de sortie de manière exploitable. Le choix de ce conditionneur est une étape importante dans le cadre de la chaîne de mesure car associé au capteur, il détermine la nature finale du signal électrique. Il va bien sûr influencer les performances de la mesure. Ce qui concerne le conditionneur, c'est bien, nous avons le signal de sortie du capteur peut être directement exploitable ou non. S'il n'est pas directement exploitable, il faut alors recourir à un élément nommé conditionneur. Il faut savoir que le capteur peut générer deux signaux de plus ou moins grande amplitude. Ainsi, il faut donc que le conditionneur adapte le signal de sortie du capteur à celui du système de contrôle, de commande ou bien de mesure. Maintenant, si le signal est faible, il devra l'amplifier. Certains capteurs génèrent simplement des variations d'impédance. Cela nécessite une alimentation électrique de ces capteurs. La variation d'impédance se traduit par une variation de courant ou bien de tension électrique. Dans ce cas, le conditionneur fournira l'alimentation au capteur et amplifiera le signal électrique ses besoins en provenance de ce dernier. Troisièmement, on va voir la classification des capteurs. Donc, on classifie les capteurs en deux grandes familles en fonction de la caractéristique électrique de la grandeur de sortie. Cette classification influe sur le conditionneur qui lui est associé. Nous avons comme premier exemple, comme première classification, les capteurs passifs. Donc, le capteur se comporte en sortie comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou bien inductif. Le tableau ci-dessous résume en fonction du mesurant les effets utilisés pour réaliser la mesure. Par exemple, si nous avons comme mesurant de la température, l'effet utilisé ou bien la grandeur de sortie, c'est bien la résistivité. Les matériaux utilisés, c'est bien la platine, nickel, cuivre, semi-conducteur. Pour des très basses températures, nous avons comme grandeur de sortie une constante d'électrique et le matériau utilisé, c'est bien le verre. Pour le flux optique, l'effet utilisé, c'est la résistivité. Le matériau, ce sont des semi-conducteurs. Pour des déformations, nous avons des résistivités et donc utilisons les alliages nickel ou bien perméabilité avec alliage ferromagnétique. Pour la position, nous avons résistivité comme grandeur de sortie. Le matériau utilisé, c'est bien le magnéto-résistance, le bismuth, le antimone d'indium. Si la mesurande, c'est l'humidité, nous avons une grandeur de sortie de la résistivité et le matériau utilisé, c'est le chlorure de lithium. On a terminé avec les capteurs passifs. On va voir maintenant les capteurs actifs. Dans ce cas, la sortie de capteur est équivalente à un générateur.
C'est un dipôle actif qui peut être du type courant, tension ou bien charge. Les principes physiques mis en jeu sont présentés ci-dessous. Pour la température, l'effet utilisé, c'est bien thermoélectricité ou bien le thermocouple. Une grandeur de sortie, c'est bien la tension. Pour le flux optique, on utilise le photoémission ou bien le pyroélectricité. Pour le photoémission, la grandeur de sortie, c'est bien courant. Mais pour le pyroélectricité, c'est bien une charge comme grandeur de sortie. Pour la force, la pression, l'accélération, c'est le piezoélectricité. Et la grandeur de sortie, c'est bien la charge. Pour la position, on utilise l'effet Hall. Et comme grandeur de sortie, je dois récupérer une tension. La même chose pour la vitesse, mais l'effet utilisé, c'est bien l'induction. Donc, nous avons quelques précisions sur les effets utilisés pour le thermoélectricité. Donc, c'est le principe de tout thermocouple. C'est un circuit constitué de deux conducteurs de nature chimique différentes et dont les jonctions sont à des températures différentes T1 et T2. Donc, il apparaît aux bornes de ce circuit une tension, force électromotrice, liée à la différence de température T1 moins T2. Pour le pyroélectricité, certains cristaux présentent une polarisation électrique proportionnelle à leur température. Ainsi, en absorbant un flux de rayonnement, le cristal ferroélectrique va s'échauffer et ainsi sa polarisation va se modifier, entraînant une variation de tension détectable. Donc, voici la figure pour montrer l'effet de thermoélectricité et pyroélectricité. Pour le piezoélectricité, c'est bien l'application d'une force sur ce type de matériau engendre l'apparition de charges électriques créées par la déformation du matériau. C'est un phénomène réversible. L'induction, c'est la variation d'un flux magnétique engendre l'apparition d'une force électromotrice. Donc, dans cette figure numéro 7, on voit l'effet de piezoélectricité et l'induction. Pour photoélectricité, sous l'influence d'un rayonnement lumineux, le matériau libère des charges électriques et celui-ci en fonction du rayonnement. L'effet Hall, nous avons un semi-conducteur de type parallélépipède rectangle placé dans une induction B et parcouru par un courant I voit l'apparition dans la direction perpendiculaire au courant et à l'induction d'une différence de potentiel qui a pour expression UH égale à KH fois I fois B sinus θ, sachant que KH, c'est fonction du matériau, θ, c'est l'angle entre E et B. Donc, vous voyez ici l'effet de photoélectricité et l'effet Hall. On termine avec des remarques. Nous avons que l'impédance d'un capteur et ses variations ne sont mesurables qu'en intégrant le capteur dans un circuit de conditionnement électronique qui permet son alimentation et l'adaptation du signal à la sortie. Les capteurs actifs aussi sont souvent associés à des amplificateurs électroniques car la puissance prélevée à la mesure affectée du rendement de conversion est en général insuffisante pour assurer le fonctionnement de la chaîne de mesure. Il peut donc y avoir, même dans le cas de l'utilisation de capteurs actifs, nécessité de disposer d'une source auxiliaire d'énergie.
Donc, nous sommes à la fin de ce premier chapitre, notion fondamentale de la mesure. La prochaine séance, Inch'Allah, je vais terminer la suite. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou bien des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès et de chance. Merci.